Abordons aujourd'hui l'option 2, le traitement traditionnel de cette angine du printemps humain. J'ai qualifié le boycott d'angine. L'angine, c'est une maladie désagréable, douloureuse, qui revient souvent, mais qui, heureusement, n'est pas mortelle. Ça, je crois que vous en conviendrez tous. Sur les 32 Olympiades qui se sont déroulées, savez-vous combien de fois il y a eu des boycotts ou des maladies de ce type? Vous savez combien de fois? Faire une confidence, moi, je ne le savais pas. Et quand je ne sais pas, et que ça me tient à cœur, je cherche. Et ce que j'ai trouvé m'a décoiffé, je ne peux pas vous le dire autrement, et m'a incité à proposer des mesures que la situation impose. Donc, combien de fois? Sur les 32 Olympiades, nous avons 3 annulations, 7 boycotts et 4 problèmes particuliers. 14 sur 32. Et bientôt, avec Paris, 15 sur 33. Près de 45%. Je vais rapidement vous les citer, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, puis vous pourrez vous-même vérifier tout ce que je vais dire. Les annulations, je l'ai déjà évoqué dans la dernière vidéo. Vous avez Berlin 1916, Tokyo en 40, Londres en 44. Les boycotts. Le boycott est survenu en 1936 à Berlin, en 1948 à Londres, en 1956 à Melbourne, en 1976 à Montréal, en 1980 à Moscou, 1984 Los Angeles, 1988 Séoul. Voilà toutes les fois où il y a eu du boycott. C'est pas mal, hein? Et les 4 fois où les JO ont traversé des problèmes particuliers, vous avez Londres en 1908, vous avez Anvers en 1920, Paris en 24 et Tokyo en 64. Ici, je vais faire une petite parenthèse. Pour le plaisir et pour préciser. Sur les 32 Olympiades qui ont eu lieu, 3 ont été annulées. Et on peut considérer, et je considère les 3 premières, comme des Olympiades de lancement. Ce sont de vraies Olympiades, mais qui se sont déroulées différemment. C'est pour cette raison que je les appelle de lancement. Elles sont déroulées différemment, pourquoi? Pour 3 raisons. La première, donc je parle de Paris 1900 et je parle de Saint-Louis 1904. 1. Elles ont eu lieu en même temps que l'exposition universelle qui avait lieu dans la ville. 2. Il n'y a pas eu de cérémonie d'ouverture ni de clôture. Et 3. Leur durée est hallucinante. Pour les JO de Paris, en 1900, 5 mois et demi, et Saint-Louis, 7 mois et demi. Et ce n'est qu'à partir de 1908, tout a été... le navire olympisme avait pris son envol et donc ça a été beaucoup plus structuré. Donc voilà, ça c'était la parenthèse que je voulais faire pour moi. Face à ces diverses maladies, à ces 45 fois où il y a eu des petits soucis dans les Olympiades, quel a été le traitement du patient? Qu'a fait le mouvement olympique, le CIO, face à ces désagréments, disons? Le 22 avril 2022, c'est-à-dire il y a hier, le journal L'Équipe titrait, pardon je me trompe, le journal Le Monde, comme quoi le journal Le Monde titrait « Avec la guerre en Ukraine, l'olympisme oscille entre réel politique et hypocrisie ». Réel politique, hypocrisie. Reconnaissons que le CIO a toujours composé, un peu forcé, presque obligé, et qu'il n'a pas trouvé à ce jour de solution satisfaisante, pérenne, pour endiguer et enrayer et arrêter ce fléau du boycott. Donc le traitement traditionnel consiste à subir la maladie, à le regretter,
attendre qu'elle passe et tout faire qu'elle ne se propage pas. Donc essayer de limiter son impact. C'est bien, mais il est évident qu'un tel traitement ne peut pas convenir à une personne, à des Olympiens qui ont l'idéal olympisme rivé au corps. C'est pas possible. Donc il faut aller au-delà. Et aller au-delà, nous le verrons dans la troisième vidéo. Mais avant ça, il convient de s'interroger pourquoi cette arme du boycott est brandie et utilisée, et mise en œuvre. Disons déjà, alors pourquoi? Disons déjà que cette arme est toujours brandie à l'origine par le politique. Disons ensuite que les dirigeants des comités nationaux olympiques dans le monde entier ont tendance à suivre le politique de leur pays. Disons enfin que le principal concerné est celui pour qui les jeux ont été faits, l'athlète n'est que peu ou pas du tout sollicité lors de cette décision du boycott. Ils sont considérés, je dirais, comme la cinquième roue de la charrette, c'est-à-dire ils sont mis au pied du mur. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça, point. Pourquoi le politique brandit cette menace et cette arme du boycott? Au moins, il y a trois raisons. D'abord, c'est une arme qui n'est pas chère, elle est même gratuite. Et ça fait même faire des petites économies. Donc c'est une arme gratuite. J'aurais bien compte de ne pas l'utiliser. Premier point. Ensuite, sa rentabilité dépasse les rentabilités les plus folles, quand on voit l'impact. Enfin, troisième point, elle détourne l'attention médiatique des vrais lieux de décision et des vrais lieux où tout se décide dans le conflit. En résumé, disons que le boycott, dans tout conflit, est utilisé comme leurre, comme un appât éminemment puissant. Ce n'est qu'un appât qu'utilise le politique. La question qu'on peut se poser, quel est l'impact, quel est le rôle, la puissance de cet appât dans le boycott lui-même? Est-ce que ça sert vraiment, oui ou non? Si vous permettez, je vais reprendre dans les différentes étapes, les différentes fois où il y a eu boycott. Berlin 36. Hitler veut en faire la promotion du nazisme. L'Espagne boycotte. L'Espagne, c'est le début du Front populaire, et en plus, c'est la guerre civile. Donc, face à ça, donc l'Espagne boycotte, mais quoi qu'il en soit, la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu. Donc, aucun impact du boycott, pour empêcher le nazisme d'étendre son hégémonie. Londres 48. Là, c'est tout simple, le Japon a boycotté parce que l'Allemagne, qui avait été le pays perdant de la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas invité. Et donc le Japon est un allié, ils ont dit nous on ne vient pas. Donc là, il n'y a rien à dire. Melbourne. Vous avez 7 pays qui boycottent. L'Égypte, l'Irak, le Liban, à cause de la crise du canal de Suez. Mais ça, cette crise rentre dans la guerre froide qui se finit bien plus tard. Vous avez les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse qui boycottent à cause de l'invasion de la Hongrie par l'Union soviétique. On semblerait revenir à aujourd'hui. Et vous avez la Chine populaire qui boycotte parce qu'il y a l'arrivée de Taïwan. Voilà un peu les problèmes de la Chine, que je sache, les problèmes de la Chine, Taïwan durent encore. Si on va plus loin, Moscou. Il y a boycott des Américains, de certaines équipes de France et pas mal de pays à cause de l'invasion de l'Afghanistan. Et que je sache, le problème en Afghanistan n'est toujours pas réglé. Los Angeles.
c'est le retour de bâton des soviétiques aux Américains, qui ont boycotté. Et il faut savoir que la guerre froide ne finit que 7 ans après. Donc, boycott, il ne sert pas à grand-chose. Séoul, nous avons le boycott de la Corée du Nord, parce que son frère ennemi, la Corée du Sud, organise les Jeux. Donc, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de ce rapide, mais alors rapide, vraiment super, survolé, regard sur cette approche historique? On peut dire, que le boycott ne sert pas directement la cause. Donc ça veut dire que le boycott ne sert pas directement le conflit Zelensky-Poutine, l'Ukraine, la Russie. C'est pas vrai. Enfin, l'histoire démontre le contraire. 2. L'impact dans le conflit est limité à la marge. Mais c'est un leurre, c'est un appât d'une puissance extraordinaire. Parce qu'il permet de fédérer à coût dérisoire les alliés. Et vous voyez, je vous soutiens. 2. Il sanctionne une partie de la population. Et 3. Je dirais que c'est un excellent os à ronger médiatique, qui plus est planétaire. Ça donne de quoi parler et de quoi occuper des pages et des heures d'écran à nos médias. Et en plus, pourquoi s'en priver, puisque c'est gratuit. La question qui se pose alors, c'est, si on gratte et si on cherche à comprendre, pourquoi ce leurre est-il si puissant? Pourquoi il a cet impact? Pourquoi les politiques de tous bords et de tous les continents? Si on reprend l'histoire, vous avez les Européens, les Américains, les Soviétiques, les Africains, les Asiatiques, les politiques de ces continents qui ont utilisé le boycott. Alors pourquoi sur tous les continents le boycott est une arme utilisée? Pour une seule et simple raison. La puissance du symbole. Le politique a compris avant le sportif quelle est la puissance du symbole. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde sportif est un milieu symbolique dans lequel la personne se réalise réellement. Ce n'est pas la vraie vie, c'est une école de la vie. Vous avez même des expressions comme tuer le match qui montrent même que la mort en sport est symbolique. Donc le sport, on n'est que dans le symbole. Un champion olympique, je veux dire, tout est symbole. Cette puissance du symbole olympique, nous-mêmes les sportifs, les passionnés d'olympisme, nous ne l'utilisons pas encore franchement pour la conquête de notre idéal. C'est ça qui est grave. À tous les niveaux, nous tergiversons, nous composons, faisons des ronds de cuir avec le politique, alors que lui utilise notre symbole à notre détriment. On est des jobards. Le politique utilise notre symbole que nous cherchons à faire grandir pour nous écraser. Comprenez? Il utilise le symbole olympique alors que c'est à nous de le défendre. Il l'utilise contre nous. Et le fruit, les fruits amers de nos tergiversations, de nos compromis avec le politique ont un nom, c'est boycott. Alors la question qui se pose, c'est, punaise, mais pourquoi nous, le CIO, nous, le mouvement olympique, on tergiverse, on fait tous ces compromis? Parce que la question est fondamentale. Et si on arrive à trouver la réponse, peut-être qu'on va trouver la solution. Je crois que pour trouver la réponse à cette solution, pourquoi toutes ces tergiversations, ces hésitations, ces ronds de cuir politiques, il faut élever le débat un tout petit peu. Dans l'Antiquité, les Jeux ont commencé en 396 avant Jésus-Christ et fini en
Ils ont commencé en 776 avant Jésus-Christ et fini en 394 après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils ont duré 1200 ans, c'est-à-dire plus d'un millénaire. Et les jeux de l'ère moderne n'ont même pas 130 ans. Vu sous cet angle, on pourrait dire et on peut dire que les jeux de l'ère moderne sortent à peine de leur crise d'adolescence. Et crise d'adolescence qui a commencé pour moi en 1980 avec l'arrivée à la présidence du CIO du catalan Juan Antonio Samaranch. Peu de personnes se souviennent qu'en 80, lorsqu'il a pris les destinées du CIO, dans les caisses du CIO, il n'y avait juste que quelques centaines de milliers de dollars. Donc rien du tout. Toute crise d'adolescence s'accompagne d'abord d'excès spécifiques. Pour tous les jeunes, quand ils sont adolescents, c'est délire à tous azimuts. Nos délires à nous, les coups pharaoniques de certaines organisations, le dopage étatisé pour vaincre, voici quelques excès de notre crise d'adolescence. Excès spécifiques, mais en même temps ouverture à toutes les influences. Influences diverses et variées. Globalement, le boycott pose le problème de l'influence du politique sur le sportif et le mouvement olympique. Donc, excès spécifique, ouverture aux influences diverses et variées, mais heureusement que le boycott n'est qu'une phase qui se termine toujours par une autre phase de maturité. Et c'est là où la vie, avec un grand V, avec un regard malicieux, incitait ce magnifique adolescent qu'est l'olympisme de faire sa phase initiatique pour devenir adulte dans la ville qu'il a vu naître, Paris. C'est pour le clin d'œil magnifique. La question qui se pose alors, c'est comment faire naître, comment faire émerger cette maturité, comment franchir ce rituel initiatique, et quel rituel initiatique aussi, pour que le boycott ne se pose plus et que l'olympisme soit réellement majeur. Ça, c'est le contenu de la prochaine vidéo. Donc, je suppose que vous avez envie d'aller la voir, mais avant, je voudrais terminer en citant le rénovateur lui-même des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'origine, Pierre de Coubertin était un historien. Et, en tant que tel, il a publié en 1920 une histoire universelle en 4 volumes. Je vous les montre parce que pratiquement personne ne les connaît. 3 et 4. Je vous garantis le contenu extraordinaire. Mais, ça, c'est Coubertin l'historien. Coubertin a été président du CIO de 1896 à 1925, c'est-à-dire 29 ans. Et il est mort en 1937. Donc en 1925, il se retire, il se focalise sur d'autres choses, et même des choses qui sont fabuleuses. Personne n'a entendu parler de l'UPU, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est écrit là-dessus, l'Union pédagogique universelle, et il suit de près, en n'ayant aucune responsabilité, ce qui se passe lors des Jeux Olympiques. Nous sommes 36. Période de Noël, les vœux. Les Jeux ont lieu quelques mois après à Berlin.
Là, les Américains veulent le boycotter, le président Roosevelt. Il sollicite les Français qui disent pourquoi pas. Et Coubertin s'insurge et dit c'est hors de question. Et il le fait dans un article intitulé L'Olympisme et le politique. Voilà, si vous permettez, je vais vous lire. Trop accoutumé à vivre au sein de l'histoire générale, vous avez lu les livres, et à scruter les méandres pour méconnaître la valeur de l'idée d'évolution, je ne saurais m'étonner, encore moins m'indigner, de la rencontrer partout. Toute institution, toute création, vivante qu'elle soit, évolue conformément aux habitudes, aux passions du moment. Aujourd'hui, la politique pénètre au sein de tout problème. Comment voudrait-on que le sport, l'olympisme même, lui échappe? Plein de questions. Mais c'est maintenant que ça devient intéressant. Mais les ravages qu'elle peut y causer ne sont qu'apparents. En réalité, il y a presque toujours dans une institution deux évolutions. Celle du visage et celle de l'âme. La première s'efforce à épouser les contours de la mode et se modifie selon les caprices de cette dernière. La seconde demeure aussi constante que les principes sur lesquels repose l'institution. Elle n'évolue que lentement et sainement, conformément aux lois humaines elles-mêmes. L'olympisme appartient à cette deuxième catégorie. Sans commentaire. Donc, je vous invite la semaine prochaine à découvrir ce qui pourrait être le vaccin contre cette maladie du boycott. Et un vaccin qui permettrait aussi d'assurer la maturité du mouvement olympique. Je vous remercie.